Cette histoire se concentre sur le gars le plus arrogant du lycée. Même si dans ce cas, il a le talent pour être le meneur de son équipe de volley-ball, mais c'est son entraîneur qui ne le laisse pas jouer à cause de son comportement. Donc, le protagoniste doit regarder son équipe perdre des points avec des actions qui ne font que montrer toute la peur qu'il ressente. En plus, ce n'est pas un coéquipier talentueux. Il se démarque à peine. À ce moment, le professeur apprend que ce gars est gravement malade à l'hôpital. Et le blond semble coupable. On se remémore alors l'enfance de Hajime, qui a dû quitter son meilleur ami pour partir vivre au Japon. Et bien maintenant, le protagoniste revient. Et son vieil ami ne peut pas cacher à sa cousine que, pour être honnête, il est un peu excité de revoir celui qui fut un grand ami. Cependant, quand il arrive, c'est une personne froide et désagréable. Et même si, quand ils se sont connus, il a toujours été mauvais en sport, maintenant, il ne lui parle que de volleyball. Il se demande vraiment si c'est toujours son ami d'autrefois, car il est devenu trop prétentieux. En plus, ce type au saut est capable de lui dire que comme il est si faible, il gâche sa vie. Juni décide donc de le suivre pour découvrir si sa vie est vraiment aussi géniale pour oser dire cela. C'est là qu'il réalise à quel point ses compétences sont impressionnantes en jouant. Ainsi, même si les filles du basket tentent tant de lui prendre le terrain, Juni intervient car il est seul et ils s'entraînent finalement ensemble. Le gars reste arrogant, mais on comprend qu'il y a une raison. Bien qu'elle évite les amitiés, Juni finit par en nouer une. Ils s'entraînent et s'améliorent avec le temps. De plus en plus de gens veulent rejoindre l'équipe et l'excitation se fait sentir pour tout le monde. Hajime améliore la technique et la posture des réceptionneurs. Le type remplit son rôle de passeur au point que les femmes du basketball ne disent plus un mot. Nous voyons pendant un mois que le protagoniste n'est pas si arrogant. Il peut, par exemple, dire que Juni est observateur, ce qui l'aide à surmonter les blocages. Le jeune homme se laisse peu à peu gagner par le sport. Un après-midi, alors que Hajime envisage d'emmener son équipe au tournoi, le cousin de Juni, avec qui il passe ses loisirs, apparaît. En fait, il lui dit qu'il ne veut pas que sa famille s'implique trop dans le volleyball. Avec ce type qui était tellement obsédé par le sport, en fait, il a découvert que dans son ancienne école, il criait sur tout le monde pour qu'il joue bien. C'est pour ça qu'ils l'ont retiré de l'équipe principale, mais le mal était déjà fait. Sota, un élève talentueux, n'a pas supporté la pression et a tenté de se suicider. Son cousin ne devrait pas s'impliquer avec quelqu'un d'aussi problématique. Sa réaction montre clairement ses problèmes. Malgré cela, Juni ne croit pas si facilement à cette histoire. De plus, il fait confiance à la détermination du gars, qui avait déjà réservé presque toutes les dates des vacances pour qu'il puisse s'entraîner. Il comprend l'engagement, c'est pourquoi il va le chercher chez lui, prêt à s'entraîner, car le blond reste motivé ce mois-ci. Avec tout le monde concentré, les services s'améliorent, les smashs encore plus, même les réceptions. Tout le monde commence à se motiver, surtout lorsque le conseiller leur dit qu'ils n'auront pas à jouer beaucoup de matchs pour se qualifier. Mais le blond est sûr qu'ils vont gagner le tournoi. Et cela commence à influencer les autres, car c'est ainsi que nous arrivons à l'été. Au tournoi, dès le premier match, le protagoniste se distingue par des actions impressionnantes et quelques feintes. Ainsi, il remporte le premier des 3 matchs sans problème, tandis que les entraîneurs se demandent déjà qui est le nouveau. Le problème sur ce qu'on sait, c'est que pour le deuxième match, Juni n'est pas prêt à gérer la pression. Donc dans des situations qu'il maîtrisait déjà, comme les remises en jeu, il se bloque complètement. Cela impacte aussi ses smashs et ils prennent du retard, car Hajime ignore ce qu'est la nervosité. Le gaz ne peut pas l'aider, il ne fait qu'organiser les actions, les terminer et marquer grâce à ses services. Ils finissent de faire gagner, mais au final tout le monde a l'impression de n'avoir jamais été nécessaire dans l'équipe. C'est pourquoi Juni reste pensif, alors que sa cousine a déjà préparé une pancarte pour le soutenir. Elle a un accident et le lendemain, Juni en profite pour éviter le match. Même sa cousine alitée se lève pour lui dire d'arrêter de pleurnicher, mais il se sent clairement inutile dans l'équipe. Hajime se distingue avec ses servies à sauter impressionnants, surtout grâce à son ambidextrie. Malgré tout, l'homme paraît inquiet, puis il relâche la pression. La compétition reprend normalement, et comme c'était la dernière année de tout le monde, il passe au lycée où seul Juni et un camarade rejoignent le nouveau club de volleyball Hajime. Même s'il est entré avec eux, le sport ne l'intéresse plus. C'est pourquoi le président et le vice-président de l'équipe, déjà informés sur lui, vont le chercher. Mais comme toujours, il est désagréable et ne comprend pas comme le vice-président. Oda étant si petit, peut être attaquant, le problème c'est qu'il leur dit cela en face et finit par se faire frapper, car clairement Oda a déjà assez de problèmes et de critiques à cause de sa taille. Pourtant, il est surpris que pendant que le festival de volleyball se déroule à l'école, il y ait un participant intéressant lors des entraînements. Oda a toujours des problèmes,
car malgré son poste de capitaine, les ignorants de 2 mètres se moquent de lui. Il va vite leur prouver ses capacités. Il se prépare. Dans ce match, Oda surprend en s'entendant avec le blond et réalise des actions impressionnantes. Il gagne clairement, notamment grâce au blond en finale. Il lui demande pourquoi le filet est-il plus haut que d'habitude. Et c'est que le gars, même s'il est petit, aspire déjà au national, donc il a déjà mis le filet à la hauteur requise. Dans une telle compétition, il veut aussi que le prota soit dans l'équipe pour cette raison. Il lui dit qu'il vaut mieux ne pas tarder, sinon il finira par le détester à cause de ce qui s'est passé. Mais en réalité, Junie ne le déteste pas, il a seulement du mal à jouer avec lui. Le blond préfère éviter les problèmes, mais les capitaines ne peuvent le laisser ainsi. Pour le moment, ils les font jouer l'un contre l'autre. Pendant ce temps, Aijima se rend compte qu'en 11 mois, il n'a pas du tout progressé. À chaque smash, il devient de plus en plus nerveux. Et le blond n'arrive pas à comprendre, car il n'a jamais su pourquoi il devenait si nerveux, il l'a simplement laissé s'améliorer par lui-même. Cela l'énerve, car il a le talent et la taille, alors il tente de lui faire marquer un point, mais échoue toujours. Le gars lance une dispute en lui demandant de ne pas rester dans la peur. Mais Junie le surprend en affirmant qu'il est difficile de rater les smashs. En fait, tout cela faisait partie du plan de l'autre capitaine, Aoki Junie. Il ratait exprès pour que le gars brise cette barrière de 0 sentiment. Sachant qu'ils veulent jouer ensemble, il ne peut plus refuser le club. Malgré cela, ils sont tout de même punis. Oda leur confie avoir souvent pleuré à cause de sa taille. Mais il veut profiter de cette année pour jouer et gagner un maximum. Avec eux, ils le feront, car ici, les vieux amis partent à un camp d'entraînement de 5 jours où ils semblent très impliqués. Ils doivent en le faire, car ce sera la composition finale, même pour le joueur de rugby reconverti au baseball. Rapidement, Hajima aide à organiser les stratégies à suivre. Cependant, il laisse Junie de côté dans celle-ci. Au début, il trouve cela normal, tandis que le soir, il profite de discussions typiques entre amis. Mais au fil des jours, il continue de le laisser de côté. Et il sent que même en échouant, parfois il ne joue pas si mal. Et lorsqu'ils se retrouvent à la laverie, c'est là que Hajima lui explique qu'il est confus. Il l'écarte, non par mépris, mais pour encourager les autres à progresser. Il a déjà mis toute la pression sur Junie par erreur. Désormais, il bâtit une équipe où il est hélas soutenu par les autres. Ainsi, nous abordons le tournoi d'automne et le premier match officiel. La cousine sexy est là. Cependant, même si les protagonistes, l'Académie Zain, commencent en écrasant tout, Junie n'est impliqué dans aucune des actions. Et c'est justement pour cela qu'il s'était préparé. Hajima s'adapte pour que chaque passe soit personnalisée pour chaque joueur. Cependant, tous les autres germent des actions combinées, tandis qu'ils préparent tous ensemble une passe différente. Pour celui qui saute le plus haut, celui qui finit le mieux et avec le plus de puissance. Quelqu'un qui n'est autre que Junie qui terrasse ses adversaires. Petit à petit, ils deviennent imbattables avec ses tirs et finissent par gagner les 2 matchs. Même le cousin voit déjà du potentiel. Cependant, justement parce qu'il traîne avec lui, il finit dans une bagarre de bande et toute l'équipe est sanctionnée. Pour le prota, le pire est là que Junie paraît trop insouciant. Et lorsqu'il le confronte, Junie lui répond que s'il veut du sérieux, il n'a qu'à retourner au Japon. Eh bien, il le fait littéralement, car cela peut lui servir de voir le camarade qui a essayé de mettre fin à sa vie. Junie l'accompagne et remarque sa nervosité. Cependant, ses anciens coéquipiers l'accueillent avec sarcasme. Ils vont même jusqu'à dire qu'ils n'arrivent pas à croire qu'il s'inquiète encore pour la même chose, nous révélant ainsi que c'était à cause d'une blague. À cette époque où il était obsédé par le sport, Sota a décidé qu'il serait le sacrifice. Se blesserait-il juste pour voir la réaction de quelqu'un d'aussi dévoué au sport? La blague a dépassé les limites et Junie n'arrive pas à croire qu'ils aient été si cruels. Il ne peut donc pas laisser son ami ici. Le mieux est de revenir à Seine où il s'engage à devenir l'as qu'il souhaite. Malgré tout, le blond n'arrive pas à supporter la nouvelle et finit à l'hôpital où il reçoit des visites. Justement par Sota, qui lui avoue avoir utilisé sa tentative de suicide comme prétexte. Il voulait arrêter le volleyball depuis longtemps, mais sa famille l'en empêchait. Il finit par s'excuser sans sincérité. Le plus important, c'est qu'il apporte enfin la tranquillité dont le blond avait besoin, alors qu'il tombe justement sur sa professeure qui lui plaisait clairement. Elle les emmène dans un grand stade où jouent les professionnels qu'elle vise, il ne leur reste plus qu'à rentrer. Avec ça, même l'entraîneur arrêté, jusqu'ici considéré comme mort, s'avère très respecté et leur permet de résoudre le malentendu. Parce que le prota n'a en réalité pas participé à un combat. Sa cousine lui a donné le coup, mais c'est son cousin qui a résolu le conflit en le sauvant. Désormais, ils peuvent accéder aux éliminatoires, ce qui leur permet de participer au tournoi interscolaire, où nous voyons une équipe assez prodige avec un attaquant important et une équipe bien consolidée. Mais surtout,
Il aime le sport puisqu'il est justement le représentant de la préfecture. L'école Fukubo est complétée par son prodige Subaru. Et ce seront les géants à abattre. Il s'agit d'une équipe assez solide qui, malgré son invincibilité depuis 7 ans, garde bien les pieds sur terre. Ceci grâce à leur manager, un étudiant joueur blessé dès sa première année. Ainsi, il a rencontré Subaru et ensemble, ils forment un duo apportant l'énergie nécessaire à l'équipe. Confiants d'atteindre le cours central du tournoi de printemps, les journalistes les interrogent déjà sur Zayn. Une équipe s'est récemment démarquée, bien qu'elle ait quitté le tournoi d'automne après une bagarre. Même l'entraîneur admet qu'il avait déjà repéré le blond pour son équipe, mais qu'il ne correspondait pas tout à fait. En fait, Fukubo a été la seule équipe de la région à se qualifier pour les nationaux. Désormais, les gens souhaitent que d'autres atteignent cette gloire. L'entraîneur affirme que Subaru est un prodige de la région, mais Hajima, malgré son âge, peut être aussi doué, bien que certains s'y opposent. Cela leur fait peur. Le manager et un joueur décident d'espionner les entraînements et constatent qu'ils ne peuvent même pas s'entraîner quotidiennement faute de gymnase dédié. À la fin, pour avoir espionné, ce blond a des ennuis, filmé par le capitaine Aoki. Il peut causer des problèmes à Fukubo, qui n'a d'autre choix que de s'excuser. Et c'est Subaru lui-même qui arrive et s'incline pour éviter d'avoir des problèmes à la fin. Pour Oda, c'est absurde et ils n'enregistraient même pas. Après discussion, il propose un match d'entraînement. Pendant ce temps, le prodige dont on leur a tant parlé fait une entrée remarquée. Ils s'organisent et vont aux installations de Fukubo dotées d'une meilleure salle de sport. Même si les protagonistes maîtrisent déjà le fait de jouer avec un filet à la hauteur requise. En gros, comme on joue au niveau national. Alors un match très serré commence, avec des smashs puissants et difficiles à arrêter. Subaru est redoutable et pourtant, les défenseurs commencent aussi à tout donner. Donc, avec quelques contres par-ci par-là, ce match devient terriblement équilibré. Usane dépend de son passeur et Fukubo de Subaru, qui porte le poids de mener son équipe aux championnats nationaux. C'est justement pour cela qu'il commence peu à peu à se sentir supérieur. Et avec cette force folle, en marquant, il motive son équipe qui gagne, même si de peu. Techniquement, c'était un nul. Même ainsi, les deux bêtes visent convaincre du potentiel de l'autre. C'est pourquoi Hajima, sans honte, propose qu'Oda ne joue pas le prochain match contre Fukubo en voyant les éliminatoires. En gros, parce qu'ils utilisent la question de la taille pour percer leur bloc. Cela met tout le monde mal à l'aise. Mais puisque Oda lui-même a dit qu'il voulait mener son équipe au plus haut, peu importe le sacrifice, c'est là que le capitaine décide de lui accorder un moment pour y réfléchir. En fin de compte, le blond sait souvent qu'il ne sait pas s'exprimer à cause de son manque de sociabilité. En raison de problèmes familiaux, il doit passer la nuit chez Juni, où il commence à apprendre pour la première fois. Cette empathie qu'il doit aussi ressentir pour les autres. Peu à peu, cette amitié va l'aider, car ici commencent les préliminaires. Mais Fukubo est aussi dans les parages, et c'est là que les protagonistes montrent la composition sans Oda. L'ancien entraîneur précise à Hajima qu'il maintient sa proposition. Mais maintenant, il doit justifier pourquoi un joueur aussi important n'est pas sur le terrain. Au début, nous avons bien commencé avec Juni qui plaçait des balles croisées décisives. Les autres étaient aussi très performants, bloquant et tirant, détruisant l'adversaire. Mais Hajima, trop préoccupé par la présence de Fukubo, se déconcentre et rate une passe pour la première fois. Une fois, ça va, mais soudainement, le match change complètement. Non seulement il les rattrape, mais à cause des erreurs de Hajima, ils perdent brutalement. Tout s'étant joué en un instant. Le blond essaie à nouveau de porter tout le poids sur ses épaules, tandis que les autres ont le moral à zéro. Un prodige comme Subaru peut gagner un match juste par sa confiance et en motivant son équipe. C'est quelque chose dont le prota se rend compte, mais il n'est pas sûr d'avoir ce qu'il faut pour être une telle personne. Il est clair qu'au deuxième set, quelque chose doit changer. Il élève un peu la voix pour qu'on lui place le jeu pratiquement depuis la ligne de fond et il frappe d'une manière meurtrière. Cela se termine par un point car la stratégie change ici. Hajima est obligé de défendre et de sauver quelques balles quand c'est nécessaire. C'est exactement ce dont son entraîneur a besoin pour justifier la sortie d'Oda. Progressivement, pour moitié tous les tirs réussissent, et sinon l'énergie gagne le reste de l'équipe. Même avec peu de touches, quand son finisseur est épuisé, il s'effondre presque. De toute façon, ce set, c'est entièrement grâce à lui. Même s'il doit sortir épuisé, il a fait le travail pour que les débutants gagnent, et ils finissent aussi fatigués. Mais maintenant, le blond est sûr que Juni sera le prodige sur lequel il devra placer tous ses tirs. Il reste des points à améliorer, mais tu veux toujours voir ses actions meurtrières. Pour l'instant, suivons Fukuo, qui gagne aussi les matchs du jour avec effort. Maintenant, ils entament les éliminatoires face aux meilleurs de la région contre Sané. Ainsi,
Oshi, le manager, veut contrôler les deux élèves de première année car les tirs de Juni sont dangereux. Pendant ce temps, Hajima place encore le ballon dans des zones difficiles à défendre. Sans ces deux éléments et en changeant leur position, ils peuvent en battre une équipe assez faible. Mais pendant qu'il termine à la stratégie, l'entraîneur demande à Subaru comment se sont passés ses examens du week-end. Parce que ce gars a des genoux qui ont déjà été opérés et qu'il faut surveiller même si pour l'instant il se met à courir comme si de rien n'était. Pendant ce temps, San prépare aussi ses stratégies où les capitaines demandent déjà les conseils de Hajima. Car désormais, ils joueront avec les grands. Pendant ce temps, Subaru parle avec le médecin et celui-ci lui dit que pour l'instant, ses jambes vont bien tenir pendant le tournoi. Mais le mieux serait qu'il se fasse opérer à nouveau après. Et c'est ce qu'il va faire. Il est même prêt à renoncer au volleyball pendant 1 ou 2 ans. Ce qui l'effraie le plus, c'est qu'une nouvelle opération ne lui permette pas de récupérer aussi bien que la première fois. Ce gaz-là est la star de l'école, le plus fiable, et c'est pour ça qu'il ne dit rien de sa condition à ses camarades. Il reste confiant, persuadé de les conduire sur le cours central au tournoi de printemps. Pendant ce temps, Sané profite des 3 derniers jours pour un entraînement plus intensif, perfectionnant la technique et les nerfs de Juni. L'entraîneur décédé leur propose une dernière activité de service, après quoi ils peuvent enfin se détendre. Ici, on voit encore davantage la confiance de tous envers le blond. Même le capitaine Aoki, qui ne considère pas le volleyball comme la chose la plus importante de sa vie, est très enthousiaste. Nous voici au jour décisif pour savoir quelle équipe représentera la capitale. Pour les protagonistes, la nervosité envahit leur corps. Ils ne sont pas aussi habitués que Fukuo, qui prend même le temps de s'amuser. Cependant, à cause de cela, Subaru glisse et Ochi se précipite pour le protéger. Un peu exagéré, mais d'une certaine manière, le manager se fracture le bras. L'équipe doit commencer à prendre les choses au sérieux, surtout en entrant sur le terrain, où presque tous les supporters sont pour Fukuo. Maintenant, l'entraîneur leur dit que la taille de l'adversaire Shinoda est très homogène, mais Subaru semble être trop confiant. Et c'est ici que commence un match, où les Akes vont directement vers Juni, marquent 2 points, puis perdent l'autre. Mais il est évident que Ochi leur a laissé cette stratégie, car Juni n'est pas très à l'aise avec les Akes au-dessus de la tête. Tous vont vers lui pour assurer des points. En plus, Subaru attaque avec une agressivité terrible. Le gars veut finir vite et il remporte le premier set sans problème. Cependant, ça continue. Juni a pratiquement 3 blocs et Subaru attend la réaction de Hajima pour contrer. Ils reprennent l'avantage, alors le prota passe en individuel et grâce à des actions incroyables, réduit l'écart. Ses coéquipiers le trouvent trop insistant, voulant tout faire lui-même. Cependant, le gars commence à s'énerver, car pour l'instant, Juni était la cible de l'adversaire, donc les autres doivent y s'impliquer beaucoup plus. Cependant, Oléan Ersiloélan, il est aussi conscient que leur mettre la pression va lui causer des problèmes, comme cela s'est déjà produit dans le passé. Alors il se calme, et c'est le capitaine qui lui donne raison. Toute l'équipe doit se donner à fond sur le terrain. Cela finit par porter ses fruits, l'équipe commence à faire bouger le score, et avec ce sauvetage incroyable qui se termine par une frappe terrible, ils égalisent. Le blond est satisfait du bon fonctionnement de l'équipe, mais attend que quelqu'un se réveille. Malgré cela, il remporte le 2e set. Pendant ce temps, Subaru ressent l'absence d'Ochi, et pour une raison quelconque, il s'inquiète pour ses jambes. Alors il décide d'accélérer les choses. Il porte les rêves de toute son équipe sur ses épaules, et même si le blond est une bête, il va leur montrer ce que c'est que de prendre le jeu au sérieux. Avec des tirs croisés de bazooka incroyables, Juni essaie de les imiter, mais il n'y parvient pas. Les gens n'arrivent pas à croire que ce sera tout avant qu'Oda le remplace. Cependant, sous la pression, lorsqu'il essaie de frapper de toutes ses forces, il finit par se cogner violemment au visage après un blocage, avec une hémorragie nasale qui les laisse maintenant sans joueur. Sept Hajima. C'est aussi pour cette raison qu'il se déconcentre un peu. Et ce sont les capitaines qui encouragent à profiter de cette occasion unique qu'ils ont eue depuis des années pour gagner. Pendant ce temps, son atout est encore en train de récupérer, attendant que le sang de son nez coagule pendant que sa cousine s'occupe de lui. Et c'est ici qu'arrive Hajima. Soudain, on leur annonce la perte du 3e set. Les protagonistes paniquent. Le sang continue de couler. Et c'est justement Subaru qui apparaît, tandis que les intermédiaires, d'une manière étrange. Et en gros, il leur dit qu'il espère que ce ne sera pas la seule chose qu'il verra du volleyball de Sainte, car il veut gagner comme il se doit, gagner de manière juste. Tout le monde veut voir ce qu'ils peuvent offrir ici. Il se motive, vérifie l'absence d'hémorragie et retourne sur le terrain, où l'équipe attend qu'il se donne à fond. Oda cède en fait sa place. Des soutiens apparaissent, la confiance de l'équipe grandit. Il est temps de rebondir. Une nouvelle stratégie consiste à attaquer de plus loin pour éviter les blocs, car on observe de nombreux tirs meurtriers contre l'adversaire.
Oshi arrive déjà sur place et apprend que le match est à égalité. Il se rend compte que la technique de viser toujours Juni ne fonctionne plus, car il va répondre et les autres joueurs le soutiennent. C'est point après point. Cependant, l'équipe reste encore inconstante et Subaru en profite avec l'opportunité du point de la victoire. Hajima prend un risque en laissant passer le ballon, mais après une bonne décision, Saint est sauvé et la contre-attaque s'impose. Et ici, après une double feinte, ils finissent par remporter le set. Maintenant, les deux académies sont à égalité, la tension monte et Oda entre en jeu, tandis que Juni reste également attentif. Cependant, Ochi va aussi encourager son équipe, car ainsi le 5e set commence. En raison de cela, Hajima surprend par une déviation impressionnante et ouvre le score. Mais ce n'est pas seulement lui, toute l'équipe s'améliore. Cependant, Fuku est convaincu que le trône revient à son capitaine. Un gars qui, malgré ses genoux fragiles, joue sans se plaindre pour atteindre son objectif, car ici le jeu devient toujours plus intense. Point d'un côté puis de l'autre, et après de nombreux échanges, les tribunes explosent, tandis que Juni se connecte de plus en plus. Tous s'investissant pour éviter que le ballon ne touche le sol, menant à une égalité jusqu'à 14 points. On voit que Hajima n'a plus besoin de calculer. Il donne le ballon à Laz et te lance un smash croisé impressionnant. Saint est à un point, mais c'est pour cela que le blocage devient constant, et dans un effort de Subaru, il lui ramène le ballon, qu'il frappe à nouveau comme un tir de bazooka. Personne ne veut que ça se termine, mais ce qui était un tir impossible finit par un blocage. Laissant tout dans le silence, mais donnant enfin la victoire à Saint. Lors de la remise des prix, Fuku affiche une profonde tristesse et Hajima s'évanouit. Après tant d'efforts, la remise des prix se termine. Subaru fait ses adieux lors de sa dernière année de lycée. Et après avoir pleuré non seulement à cause de la défaite, mais aussi à cause de la douleur au genou qu'il supportait depuis un moment, il sait qu'il a commis beaucoup d'erreurs et pourtant il a du mal à se montrer vulnérable. Au final, c'est inévitable, surtout quand il fait ses adieux aux élèves de première année. Il sait qu'après son opération, il continuera le sport, mais à l'université. Allons voir les gagnants qui, après la convalescence de Hajima, préparent une fête et remercient le gars de les avoir amenés ici. Cependant, cela continue. Ils apprennent bientôt que, oui, la première équipe qu'ils affronteront lors du tournoi de printemps débute comme eux et peut être relativement facile, mais les autres adversaires ont une grande renommée. En fait, les protagonistes finissent par entendre une conversation entre les capitaines qui ne sont pas très sûrs de pouvoir aller très loin face à des adversaires aussi puissants. Pourtant, Oda ressent une émotion qui le pousse à viser l'impossible, car il a réussi ce contre incroyable. Lors de la finale contre Subaru, quelques jours plus tard, il s'entraîne avec des étudiants à Fukubo. Même si l'équipe reste peu concentrée, le protagoniste et Subaru se retrouvent. Le gars est déjà en béquille, mais il lui propose malgré tout de jouer avec Juni à l'université, en U19 et U21 face à d'autres équipes mondiales. Mais pour y arriver, ils doivent tout donner et se démarquer lors du tournoi de printemps qui arrive pour la première fois. Le blond est envahi par une euphorie qu'il ne peut pas contenir et décide de dire à Juni de ne pas trop s'emballer, mais il sait qu'il va l'accompagner partout. Donc une motivation de plus à l'approche du tournoi, alors que nous voyons arriver le grand jour qui va le lancer. Tous. Puisqu'ils arrivent au Japon sur les grands terrains dont ils ont tant rêvé et où ils devront prouver de quoi ils sont capables et pourquoi ils ont tant travaillé. Cependant, jusqu'à l'arrivée de la première saison de cet anime, c'est peu, mais plutôt bon. Je m'attendais à quelque chose de plus générique, mais la façon dont ils développent leurs personnages te fait t'attacher à leurs expériences, rivaux ou non. En vérité, l'animation est aussi épique quand elle doit l'être, et l'histoire tient ses promesses. Je recommande à ceux qui aiment de la regarder en entier et en haute qualité. Pas de suite pour le moment, les intéressés devront lire le manga. 2000 likes pour d'autres séries, c'est peu si ça vous plaît. Je les préparerai vite. Pour ma part, c'est tout, on se retrouve dans un autre résumé. Et en attendant d'avoir plus d'épisodes de ce Donnois, je vous laisse avec une autre de ces histoires qui est vraiment très bonne et assez méconnue. Un protagoniste vit une histoire plus épique en partant du bas de la société. Esclave, il est forcé d'affronter ses propres compagnons dans des combats sanglants, compagnons qui sont tellement conditionnés qu'ils se battent même pour la maigre nourriture qu'ils reçoivent. Rocco, un gars fort, est le seul à maintenir l'ordre, ce que Cestus admire et pour lequel il le considère comme un ami. Du moins jusqu'à ce qu'il soit forcé de s'affronter lors de la sélection des plus forts. Rocco étant le favori. Pas seulement pour son physique, mais aussi son attitude. Pendant ce temps, le protagoniste mince et faible a cependant un maître derrière lui nommé Zafar, qui semble avoir confiance en lui. Et pourquoi ? Simple, grâce à sa rapidité de réaction dans l'arène.
Et même si son esprit l'empêche de blesser un ami, il se voit obligé de le faire, prouvant que pour avoir 15 ans, c'est un diamant brut. Cependant, dans la glorieuse Rome, il n'y a pas de perdant et le gentil Rocco finit par être tué dans ses bras. C'est ainsi qu'il est marqué comme l'un des esclaves choisis. Il leur est promis la liberté après avoir remporté 100 batailles. Alors le maître s'occupe de l'entraîner en lui donnant de bons coups efficaces. Un esprit froid, mais comme il est petit et ne peut pas mettre KO d'un coup, il doit être le plus rapide. Et même si le vieux paraît bien marqué par la vie, ses enseignements sont très sages, même si certains s'en moquent. Le fait est que Cestius et les autres sont emmenés au grand Colisée romain, où se déroule le couronnement du grand Néron, avec plein de combats de toutes sortes. Même Cestius rencontre un blond qui semble assez sympathique, qui lui indique le chemin et lui souhaite bonne chance pour les combats. Car beaucoup de ses adversaires seront même des adultes impitoyables qui finissent par massacrer les nouveaux esclaves. Cependant, même si le protagoniste monte avec peur et avec un rival qui est littéralement une bête, c'est quelque chose que même Néron, depuis ses gradins, admettra que ce sera un massacre. Cependant, lui et le géant, Cestius profite de sa vitesse pour lui donner un coup à la tête. Cela l'endort et lui offre un peu de gloire. Du moins, jusqu'à ce qu'on le voie risquer sa vie pour défendre son rival, qui devait mourir. Malgré tout, l'enfant ayant attiré l'attention de Néron, celui-ci le sauve. Il l'invite dans sa loge Very Important Person, admirant sa force. Et de son maître, que la mère se rappelle comme une vieille légende qui a même combattu contre le garde royal Dimétrio. Que le blond d'avant, appelé Rouska, une bête au combat avec une brutalité digne de son père, et qu'il sera un exemple du niveau auquel le protagoniste devra faire face. Ainsi, les deux sont emmenés au palais pour accompagner Néron. L'enfant se distrait tellement de ses tâches que sa mère, furieuse, fait combattre les deux guerriers à mort. Ruska, sachant sa supériorité, préfère assommer le protagoniste avec une clé de bras plutôt que de le tuer. De plus, pour l'instant, même César passe du temps avec l'esclave Cestos. Ruska se fait réprimander par son père, qui ne voulait pas qu'il soit gentil, mais qu'il casse au moins les jambes de son rival. Cependant, le prota ne s'en sort pas mieux, car pendant un certain temps, il subit pas mal d'abus avec Néron. Et en étant vendu à différents propriétaires, il a été victime des pires humiliations. Il rencontre un homme corpulent qui l'emmène avec son maître à la Grande Pompéi, où il est vendu à un candidat aux élections. Il organise son propre tournoi de combat, ayant comme organisateur ce type appelé Nazca, qui leur montre sa zone d'entraînement avec quelques compagnons plutôt compliqués, comme Mandem, un antipathique qui se dispute avec tout le monde, mais rien qu'en voyant sa façon de s'entraîner et sa force brute, on sait qu'il est très fort. De plus, c'est un style de combat qui posera des problèmes à Cestius, donc pour l'instant, il faut s'entraîner. Cependant, le protagoniste Chismoso finit par rencontrer Sabina pendant la nuit. Mais c'est la plus belle femme de la ville. Et ce que nous découvrons, c'est l'amour impossible d'Andem, qui malgré sa force, est un gars sympathique, un vrai fan. Même si la philo le rejette 1000 fois, qu'il est moqué par tous ou qu'elle n'est pas vraiment mauvaise, ça ne lui fait rien. Il aide quand il le faut, comme cette citoyenne dont la taverne a été prise par des harceleurs. Et Sabina emmène l'équipe du héros pour les affronter, Cestius étant celui qui se démarque le plus. Parce que, à première vue, et même si ses poings ne suffisent pas contre ce géant, il finit par attirer l'attention de la femme, ce qu'il ne montre pas avec Andem. En fait, on découvre que le type est fan d'elle depuis des années. Et elle, la seule chose qu'elle a pu lui promettre, c'est que s'il accomplissait un record impossible de 50 victoires consécutives, elle lui accorderait la liberté. Il ne lui manque que 2 victoires pour devenir sa main droite. Cependant, cette situation ne concerne que... Le protagoniste n'est pas intéressé, il continue simplement. Leto, même Zafar l'aide à s'entraîner à un coup qui assomme et tue ce que le protagoniste n'est pas certain d'utiliser. Cependant, Sabina elle-même le fait appeler dans sa chambre, lui proposant de l'accompagner lors de son prochain voyage à Rome. Non plus comme esclave, mais comme garde du corps désormais, le rêve de tout esclave. Mais le protagoniste a déjà vécu avec un chef. Ici, Néron, cherchant un ami, devient abuseur, puis doit fuir, choisissant sa liberté. Alors il la frappe, il rejette donc l'offre, quelque chose que cette femme n'avait jamais vécu. Elle développe une obsession négative pour le protagoniste,
et ordonne à Andem, sa marionnette, de l'affronter et de lui faire découvrir le désespoir de l'esclavage. La bête est jalouse car Sabina, la femme qu'il respecte le plus, s'intéresse à un nouveau venu. Ce sera donc un combat intéressant avec un protagoniste qui prend peu à peu l'avantage. Des nerfs d'acier qui lui permettent de porter le coup fatal comme on le lui a appris, jusqu'au jour où la beauté de la ville assiste au spectacle. De toute façon, Ndem Shtu le favori du public pour sa carrière. Et en lui présentant un simple enfant comme rival, tout le monde l'accuse que ce sera trop facile. Mais tout cela importe peu quand le protagoniste devient sérieux et attaque rapidement, tandis qu'Andem attend le moment idéal pour riposter. Mais l'enfant continue d'augmenter la vitesse à un point où le plus fort le met un coup qui le met au tapis pour un moment. Même si cela excite le public, les dégâts pour Andem restent minimes et le prota a épuisé toute son endurance. Il est temps qu'il reçoive sa punition, même avec des coups dans des zones spécifiques qui seraient aujourd'hui illégaux. En lui faisant perdre l'équilibre, mais surtout en l'obligeant à attaquer, ce dont Andem profite pour porter un coup assez létal à la nuque qui le laisse inconscient. Même s'il se relève par sa détermination, il perd une partie de sa mémoire. Il ne ressent que le danger dans lequel il se trouve, tout son corps vibrant de douleur, ce qui lance l'échange de coups, donnant et recevant, sans s'arrêter pendant un bon moment où tout le monde reconnaît à quel point le garçon de 15 ans est fort. Et où certains gradins se rangent de son côté, y compris Nazca, qui, à son époque, a eu la même opportunité que le protagoniste en tant qu'esclave, mais a pris la décision facile, s'habituant à la belle vie. Cestius incarne aujourd'hui la détermination qu'il n'a jamais eue, ce qui le rend si touchant pour le public. Pendant ce temps, le protagoniste, sans s'en rendre compte, commence à porter des coups aux côtes qui affaiblissent ce tandem, qui essaie de cacher la douleur, mais qui perd maintenant en résistance. Et pour Cestius, il est plus facile de lire ses attaques en équilibrant les choses. Ou du moins, c'est ce qu'il semblait, car Andem parvient à blesser le protagoniste au front, ce qui est mauvais pour la vision d'un de ses yeux. Laissant le temps à la bête de récupérer, et avec un protagoniste aussi épuisé, il ne lui reste plus que le souvenir de cette attaque qu'il a entraînée. Il risque donc tout dans la dernière rafale de coups, au cours de laquelle il est gravement blessé. Mais grâce à cela, il obtient l'ouverture qu'il cherchait. Cette fois-ci, il porte un véritable coup mortel à la nuque, avec une précision qui endort directement Andem, et même avec la motivation d'une Sabina désespérée. La victoire revient à Cestius, tandis que l'albinos ne reçoit que la haine de ceux qui avaient misé sur lui. Bien sûr, cela depuis le confort des gradins, car il ne descendrait pas se battre. La voix du protagoniste ne suffit pas, alors Sabina par bonté. Son fan apaise la foule, tandis qu'il fait ses adieux définitifs à Andem, la pire punition pour lui. Pendant que le protagoniste récupère de sa bataille, l'attaque à la nuque d'Andem rappelle fortement la sienne. Et Zafar finit par découvrir que la même personne qui lui a tout appris a aussi entraîné Ndem, et il est connu sous le nom de Démocrite. Un vieux maléfique aimant, expérimenté avec divers combattants et techniques, une information précieuse pour Zafar qu'il cherchait. Il se montre moins hautain et admet la force du protagoniste. Tout comme le peuple de Pompéi qui a été facilement conquis grâce à son attitude et à sa résistance, même si, en vérité, tous les habitants de Pompéi vont mourir dans quelques années. Le fait est que le protagoniste doit continuer. Désormais exploité à divers travaux pendant 1 an, il améliore sa condition physique et ses techniques. Un jour, 2 hommes apparemment ordinaires arrivent, cherchant des guerriers pour les événements du Grand Néron, qui oblige à participer à une sorte d'éliminatoire dans ces mini-colisées où l'espace rend les combats difficiles. Cependant, Sextus n'a pas beaucoup de problèmes contre ses premiers adversaires. Il les bat pratiquement à coups de gifle, mais devient de plus en plus brutal, frappant même des combattants au sol. Un tempérament qui lui cause des problèmes, et en parlant avec son maître, cela vient du fait que, malgré son habileté, il n'arrive pas à donner de forme à sa technique. Il n'y arrivera pas sans concentration. Nous voyons Félix, un autre esclave très habile qui semble avoir trouvé sa propre façon de prendre plaisir au combat. Contrairement au prota, qui devient de plus en plus tendu, du moins jusqu'à son combat sous la pluie. En appliquant les conseils de Zafar, il connecte son esprit au combat, aiguise ses sens et rend ses combos et attaques capables de mettre KO tout adversaire. Il retrouve sa tranquillité et ses amis juste à temps pour faire une nouvelle rencontre. Confiant en lui-même et en sa chance. Mais il ne nie pas que l'attitude et l'aura, surtout celle du protagoniste, sont celles d'un guerrier. Devine-t-il qu'ils seront en finale? C'est ce qui arrive, ils connaissent la technique de l'autre. Cestius semble bien plus tendu que Félix, qui apprécie les combats
et lance ce duel pour déterminer qui ira en Sicile après les éliminatoires. Une posture avec les épaules plus ouvertes, ce qui peut sembler idiot, mais Zafar admet que dans un espace restreint. Cela fait que beaucoup des coups que Zestius pouvait bloquer auparavant passent maintenant sans problème. Cela devient une punition pour le protagoniste, qui chute plusieurs fois à cause de ses larges coups et finit avec une cheville blessée. Encore une fois, Félix se vante de sa chance et le combat en main décide d'attaquer davantage. Cependant, Zestius, bien qu'il reçoive des coups, remarquez qu'à chaque attaque ouverte de son adversaire, sa poitrine restait exposée. Alors, il en profite pour l'envoyer valser pour la première fois de tout le combat. Et même si cela remonte le moral de tout le public et des parieurs. La technique n'a pas été si efficace parce que la cheville du protagoniste lui fait perdre de la position au sol, et par conséquent, de la force. Donc le combat continue. Il équilibre beaucoup, au point que cela devient un duel d'endurance pour voir qui tiendra jusqu'au dernier coup. Même si Zestius reste en désavantage parce que Félix contrôle mieux l'espace et l'acculant facilement. Ainsi, à plusieurs reprises, il manque de se faire assommer. Ne lui laissant qu'un espace pour frapper, ce qui paraissait vain, mais à force, Félix commence à faiblir. Et avec la résistance brutale que possède le garçon de 15 ans, le combat se termine. Maintenant, c'est la cheville de Zestius qui le met sur le point de tomber et où il ne pourrait plus se tenir debout. Alors il décide de tout risquer dans une dernière attaque pour laquelle il a maintenant les ouvertures dans la défense de l'adversaire. Il veut utiliser la dernière leçon de son maître, contrôler la respiration de Félix. Alors il profite d'un instant pour lui couper le souffle et lui donner un coup au menton si fort qu'il l'étourdit. Perdant le contrôle du combat, ce n'est pas assez pour le vaincre. Alors le protagoniste, ennemi frappé d'un coup de poing au rein. Même dans Mortal Kombat, cela serait interdit en boxe moderne. Et même si Félix veut se relever, il est maintenant littéralement cloué au sol par la douleur. Donnant la victoire au protagoniste, qui était lui aussi à bout, et n'a pas manqué de peu de perdre ce combat de titans. Bien qu'ils aient tous deux uriné du sang toute la nuit, ils se sont respectés en tant que guerriers le lendemain. Del Prota. Il se rend en bateau au village de Sicile où aura lieu le grand événement. Pour cela, Zafar les guide avec la dernière technique de son répertoire. Et la plus mortelle, celle avec laquelle il a arraché l'œil de Démétrio. Même ainsi, en arrivant sur place, ils sont les moins soutenus parce qu'ils sont esclaves. Alors que les autres, littéralement, sont des dieux de toutes les cultures du monde avec des compétences totalement différentes. En fait, le protagoniste finit par rencontrer la gentille Roxane. Que ce seront de vrais combats pour lesquels il n'a pas la force mentale nécessaire. Cependant, il n'a aucune idée de tout ce que le protagoniste a amélioré et de tout ce qu'il a appris. Des techniques qu'il n'oserait même pas utiliser lui-même. Alors, même si sa marque d'esclave reste une source d'humiliation pour tous, il prouvera avec ses points ce que personne d'autre ne pourrait accomplir. Et cela, d'anciens compagnons comme Andem, qu'il finit par retrouver sur place, le savent mieux que quiconque. Parce qu'il veut aussi se battre lors du plus grand événement organisé par Néron, qui réunit les figures les plus imposantes des combats de l'époque. Ainsi s'achève la première saison d'un anime divertissant, riche en moments épiques, tension et motivation, que je recommande à ceux qui souhaitent le découvrir. Il n'y a pas encore de suite, mais espérons qu'elle viendra. J'espère que ce résumé vous a beaucoup plu et comme l'a dit mon père, je vous laisse.